Donc, bonjour à tous. Merci Amina qui a présenté, qui a bien posé les bases de la répétabilité. Donc, ce sont des critères très importants pour rendre la technique quantitative, parce que chez UVA, nous pensons que c'est important de répéter le plus possible que la technique Eclipse est une technique quantitative et pas uniquement qualitative. Donc je vais passer très rapidement sur, je vais rappeler ce qu'est la liste, assez rapidement parce que je pense que tout le monde le sait. C'est une technique optique, toute optique, il n'y a pas besoin de vide, donc c'est très avantageux. La seule condition, la seule contrainte, c'est que le milieu doit être transparent. Nous mettons en forme le faisceau laser et ça permet d'ajuster les distances de travail entre l'appareil et l'échantillon constructionnalisé. Donc on peut, en étant tout optique et en pouvant travailler à distance, on peut analyser des milieux très sévères. Donc c'est un formidable outil d'analyse et de contrôle en contrôle de process. On peut faire de la microcartographie, de la microexpertise. On a des sensibilités de spectroscopie atomique. Donc on peut voir les éléments très légers. Et il y a de nombreuses règles possibles, donc on peut voir toute la communauté des relief de l'UV à l'infrarouge. Donc ces avantages, c'est une technique quantitative. On peut connaître tous les constituants dans les matériaux, multi-élémentaires de l'hydrogène au plutonium, polyvalente, tout type de matériaux. Ils peuvent être solides, ils peuvent être liquides, ils peuvent être sous forme d'aérosol ou de gaz. La technique peut être stratigraphique, on peut avoir une résolution en profondeur. Elle est résolue spatialement, on peut descendre à des cratères inférieurs à 1 micron, on peut descendre à 3-4 microns. Elle est quasiment non restrictive, elle est sensible puisqu'on obtient des LDD de quelques ppm, très rapide puisque les mesures se font en quelques secondes, in situ, pour des raisons qu'on va voir tout à l'heure. Et enfin, sans prélèvement et sans préparation chimique. J'ai dit, je vais le faire rapidement. Le laser, on focalise un laser sur une surface. Cette surface, le matériau s'échauffe très rapidement. Il est porté à très haute température, quelques dizaines de milliers de Kelvin. Il se forme un plasma. Ce plasma contient tous les éléments du matériau qu'on peut analyser. Et ce plasma est émissif, il émet des raies d'émission qu'on collecte et qu'on envoie dans un spectromètre. La position des raies permet l'identification des éléments et l'intensité des raies permet de remonter à la concentration des éléments. Je vais très vite. Donc, une fois qu'on a une intensité, comme l'a présenté Amina, on peut remonter, si on étalonne la technique, on peut remonter aux concentrations en faisant une droite d'étalonnage. Donc la technique Eclipse, l'intensité que l'on récupère, elle est basée principalement sur cette équation, qu'on appelle l'équation de Boltzmann. Donc il y a un certain nombre de paramètres dans cette équation, et dans cette équation, il y a des paramètres qui sont propres au détecteur, qui sont propres à l'échantillon qu'on veut analyser, qui sont propres à la quantité de matière qu'on ablate, aux températures du plasma, à beaucoup de choses, mais on voit que le détecteur est incriminé, la sonde est incriminée dans l'intensité du signal qu'on récupère au final. Donc pour faire ce que fait la liste, c'est de l'analyse de matériaux et on utilise un appareil. Donc là, je vais développer un petit peu ce qu'a dit Amina, c'est que pour obtenir des bons résultats, il faut des bons appareils. Et pour faire des bons appareils, il faut bien maîtriser ce que fait l'appareil. Donc cette analyse, on analyse des matériaux avec un appareil et l'ensemble est baigné dans un environnement. Donc ce matériau contient des éléments qu'on souhaite analyser et ces éléments sont répartis dans ce matériau. Et il y a une structure de ces matériaux et ce matériau, avant d'analyser, on peut le préparer un petit peu, même si on est sur le préparateur. Tout ça, ça va influencer les résultats d'une mesure. Donc, toutes les techniques sont influencées par les constituants du matériau, l'homogénéité qu'il y a dans ce matériau, la structure du matériau et la préparation qu'on va faire de ce matériau. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est commun à toutes les techniques d'analyse. Il faut parfaitement connaître ces critères-là sur ce matériau. Je les ai un petit peu limités, il y en a beaucoup d'autres, mais ça, c'est très important. Ensuite, son appareil, dans un appareil, il y a une sonde qui va exciter la matière
Et ensuite, on va récupérer l'information, donc on va détecter cette information. Et dans l'environnement, nous, ce qui peut avoir une influence sur nous, il y a un gaz qui environne le matériau, il y a la température dans laquelle on fait les mesures, et il y a un opérateur qui vient agir. Donc tout ça, ce sont les paramètres extérieurs qui vont faire qu'on va obtenir une bonne mesure ou pas une bonne mesure. C'est ce que définissait Amina tout à l'heure en parlant de répétabilité. Elle a bien spécifié qu'il fallait avoir le même appareil dans certains cas, il fallait avoir effectivement le même matériau, travailler exactement dans les mêmes conditions, donc éventuellement préparer le matériau dans les mêmes conditions, l'appareil, le faire fonctionner avec les mêmes paramètres, et la température doit être contrôlée de la même manière, et l'opérateur, dans certains cas de répétabilité, doit être le même. Enfin, nous, dans notre cas, dans le cas de notre technique, on a ce qu'on appelle l'interaction laser-matière, laser-matière-plasma, qui peut donner des effets de matrice. Donc nous, chez IBA, on a travaillé sur cette répétabilité et reproductibilité de la mesure, comment on a travaillé sur la machine pour faire en sorte que les résultats soient les meilleurs possibles. Donc on prend en compte toutes les sources de fluctuation et on développe l'instrumentation afin de répondre à ce besoin de répétabilité. Donc Eric tout à l'heure a présenté toute la gamme, donc je passe vite fait, on a des systèmes universels de type Mobilis. Remote, ça permet de travailler à distance. L'AMIP, c'est ce qui permet de faire les analyses très très ponctuelles. l'ISIP, c'est ce qui fait les analyses portables. Donc, tous ces matériels-là embarquent la technologie IVA de stabilité optimale de nos matériels. Donc, on a vu tout à l'heure que pour faire l'analyse, il fallait avoir une bonne détection. Nous avons travaillé à faire en sorte que notre spectromètre soit particulièrement bien calibré. Donc, il est calibré et on contrôle régulièrement, dans le logiciel on a une lampe de calibration de lampe à mercure qui permet un bon calage de la longueur d'onde du spectromètre. Si le spectromètre n'est pas bien calé, on ne fait pas de bonne mesure. L'avantage de ce système-là, c'est qu'il n'y a pas de manipulation de la lampe, donc pas de risque d'erreur de manipulation par un opérateur. Donc c'est très important et c'est du retour d'expérience. Ensuite, ce spectromètre, il faut qu'il ne bouge pas en longueur d'onde. Donc on contrôle qu'il ne bouge pas, mais s'il bouge sans arrêt toutes les 5 minutes, on ne va pas pouvoir faire de répétabilité. Donc c'est comme le vin. Il faut que pour que ça marche bien, le vin, on le garde dans des conditions particulièrement stables. Le spectromètre, c'est exactement la même chose. Sinon, le spectromètre va mesurer la température de la pièce, et c'est pas ce qu'on souhaite. Donc nous thermalisons tous nos spectromètres à mieux que 0,5 degrés. Nous avons aussi, pour la détection, besoin de résolution temporelle. Le signal LIPS, c'est un laser impulsionnel, donc cadencé à 20 Hz. Donc le plasma a une vie, et dans cette vie, il y a des moments de la vie du plasma qui ne sont pas intéressants. Donc afin d'améliorer le rapport signal sur bruit, il est très bon, donc d'améliorer la mesure, il est très bon de travailler avec des systèmes synchronisés et résolus en temps. Donc tous nos détecteurs sont résolus en temps. Quand on veut quantifier, nous c'est ce qu'on dit, on doit avoir de la résolution temporelle. Sinon la quantification, on n'en fait pas. Donc les détecteurs que nous utilisons, ce sont des caméras intensifiées ou des photomultiplicateurs accompagnés d'une électronique spéciale que nous avons développée et qui permet d'avoir cette résolution en temps. Et l'ensemble de nos machines est synchronisé au niveau des signaux. Je vous ai parlé aussi de l'interaction laser-matière, donc c'est très important de bien la maîtriser, puisque c'est vraiment la source de la LIPS, c'est ce qu'on va mesurer. Donc si le plasma est très variable, eh bien le signal va être très variable, donc la mesure va être très variable. Éventuellement, on ne va avoir pas de différence entre plusieurs échantillons à plusieurs teneurs d'éléments. Donc, pour bien maîtriser cette interaction laser-matière, les technologies de laser que nous utilisons sont des lasers à très courte durée d'impulsion, de quelques nanosecondes. Il y a plusieurs longueurs d'onde qu'on peut utiliser, soit des longueurs d'onde fondamentales donc à 1064 nanomètres, qui sont les plus couramment utilisés dans la communauté LIPS, qui est le plus facile à mettre en œuvre.
mais par contre qui présente des phénomènes, des artefacts qui peuvent être néfastes à la mesure, à savoir des ondes d'absorption du laser qui génèrent des instabilités de plasma. Si le plasma n'est pas stable, la mesure ne sera pas stable. Donc là, c'est illustré par les deux petites photos ici. Donc là, 1064, on voit un petit plasma ici et une onde d'absorption qui va vers le laser. Donc, ici, on n'a pas ablaté le laser. Donc si la surface ne reçoit pas toujours la même quantité d'énergie, la mesure ne sera pas stable. Donc c'est pourquoi nous travaillons à 266 nanomètres, donc c'est une source UV. Et là, on voit très bien que le plasma est stabilisé sur la surface. Donc c'est vraiment une volonté, un choix sur cette longueur d'onde. Pour faire des mesures, encore une fois, il faut contrôler la sonde. Et un des paramètres importants de la sonde, c'est l'énergie du laser. Donc nous avons mis en place une régulation, une façon de réguler l'énergie du laser, c'est on mesure constamment l'énergie du laser à chaque tir du laser et on est capable d'atténuer l'énergie de ce laser, donc de réguler cette énergie sur la surface. Ça permet d'avoir une grande stabilité sur cette énergie autour du temps. Parce que dans toutes les machines, il y a des composants qui s'usent, dans toutes les techniques. Le laser, il va perdre un petit peu d'énergie au cours du temps, donc ça permet de compenser les fluctuations d'énergie, et ça permet de travailler, c'est un paramètre qu'on peut ajuster pour travailler dans de bonnes conditions d'interaction laser-vecteur, de bien les maîtriser. Ici, c'est illustré par l'intensité d'un signal en fonction de l'énergie du laser. On peut avoir des plateaux, là c'est du signal brut, après c'est peut-être pas ce qui est le plus intéressant, vous pouvez mieux regarder le rapport signal sur brut. Encore, pour maîtriser l'interaction laser-matière, nous avons travaillé sur la mise en forme du faisceau laser. Si le matériau a des hétérogénéités et si le faisceau laser n'est pas bien maîtrisé, les quantités de masse ablatée peuvent changer. Vous l'avez vu tout à l'heure dans l'équation de Boltzmann. Si la quantité change, de matière ablatée change, eh bien l'intensité va changer. Donc ça va induire des phénomènes qui vont être néfastes à la répétabilité et à la reproductibilité. Donc dans nos machines, nous avons une mise en forme particulière du faisceau laser qui nous permet d'obtenir des bonnes qualités de faisceau sur la surface. Parce que vous comprenez bien que si le faisceau a cette forme-là, on va perdre en résolution sur la surface et on va avoir certainement des phénomènes, si le matériau est hétérogène, non fondus. Donc voilà, nous les profils ressemblent plutôt à ça, illustrés par ces gaussiennes, et particulièrement gaussiens, ce qui nous permet d'obtenir des cratères très gaussiens et donc très reproductibles. Quand on veut faire de la quantification, on fait des droits d'échantillonnage, donc on n'est jamais sur le même échantillon. Si on ne replace pas exactement l'échantillon au même endroit sur la machine, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait faire de la mesure à distance. Donc le faisceau laser, on le focalise, donc c'est illustré ici. Vous avez la focalisation d'un laser. Vous voyez que le diamètre du laser, avec la distance, il va pouvoir évoluer légèrement. Donc il est très important de repositionner le matériau toujours au même endroit. En ellipse, quand on veut analyser des solides, c'est très important. Quand on veut analyser des liquides, c'est pareil. Donc nous avons un système de pointé pour vérifier que l'échantillon est toujours repositionné au même endroit. Tous nos systèmes optiques convergent vers ce point de mesure. Et ce point de mesure, nous reproduisons, nous répétons le positionnement du matériau. Si ça n'est pas le cas, on ne fait pas de droit d'éclairage. Alors, il y a les phénomènes de préparation d'échantillons. Donc ici, c'est un petit peu pour illustrer le fait que nous ne préparons pas ou nous préparons peu les échantillons par rapport à d'autres techniques. Donc, la technique de référence, ça reste ICP, hein, c'est une réalité, c'est une excellente technique d'analyse. En ICP, il est indispensable de passer les échantillons en phase liquide et avec des faibles teneurs. Donc, ça nécessite de prélever l'échantillon, de le détruire et de le préparer. Ces phases de prélèvement de préparation d'échantillons sont relativement longues et présentent des risques pour la mesure. Donc il faut
faut avoir des gens très bien formés à la préparation d'échantillons, il faut avoir un laboratoire d'analyse avec beaucoup de données et beaucoup d'instruments de mise en solution. Donc, on a des risques, notamment quand on va analyser des solides, à la calcination. Ça prend un certain nombre de temps. Si les éléments qu'on cherche sont volatiles, ils vont partir dans l'atmosphère. Donc il faut avoir encore des équipements pour piéger ça. Ensuite, les résidus solides, il va falloir les mettre en solution. Et donc, il va falloir être sûr qu'on va tout attaquer et tout mettre en solution, ce qui n'est pas si évident. Donc, nous avons très peu de préparation d'échantillons, mais par contre, nous avons travaillé la mise en forme, puisque l'ALIPS est une technique qui s'adresse à l'analyse des solides, des liquides et des gaz. Nous avons travaillé les outillages qui permettent de mettre en forme le matériau pour pouvoir l'analyser toujours de la même façon, de manière reproductive. Donc Eric a présenté tout à l'heure nos systèmes. Donc, ça c'est un outillage liquide, donc de 3e génération. On est déjà en train de travailler sur la 4e génération, qui permet de travailler sur un jet. Cette technologie est basée sur un brevet du CEA de Saclay, et nous exploitons ce brevet. Et c'est les conditions les plus idéales pour analyser un liquide. Nous avons un jet, il est parfaitement reproductible et nous focalisons toujours de la même manière dans ce jet. Donc c'est ce qui permet d'avoir les résultats qu'a présenté Amina tout à l'heure. Nous avons un outillage qui permet de mettre en forme des aérosols, donc c'est cette petite cellule-là, et puis nous avons ici une adaptation pour amener nos instruments pour être sans contact sur des fresques, pour des applications fresques. Alors, on ne prépare pas les échantillons, mais en solide, on peut ablater d'une certaine façon les échantillons, ce qui permet d'explorer les échantillons qu'on souhaite analyser. Donc, on a vu que les échantillons pouvaient être hétérogènes, ils peuvent être hétérogènes en surface, ils peuvent être hétérogènes en profondeur. Donc, nos machines sont capables de travailler en monotir, c'est-à-dire que je ne veux faire qu'un tir sur ma surface, et je ne vais analyser que la surface. Je peux faire un seul tir. Je peux décaper ma surface pour retirer des pollutions éventuelles, pour essayer d'analyser en stratigraphie, analyser en profondeur. Je vais pouvoir faire des pré-tirs. Je peux faire un scan de surface pour explorer l'homogénéité ou les hétérogénéités de mon matériau. Donc Eric a présenté tout à l'heure une petite cartographie qu'on intègre dans l'analyse si on veut faire des scans de surface. Donc, je reviens là sur tous les paramètres qui font qu'une mesure va être répétable pour qu'elle soit fidèle. Exact, c'est grâce à l'avoir d'étalonnage. Amina a montré qu'elle était exacte et grâce à l'avoir d'étalonnage. Mais après, ce qui est important, c'est de rester fidèle, qu'il n'y ait pas de dérive au cours du temps, ou les plus faibles possibles sur le temps le plus long possible. Donc, voilà où nous avons travaillé. Donc, nous avons travaillé à maîtriser, à contrôler les instruments d'analyse. Donc, l'appareil, nous le contrôlons entièrement par différents capteurs, par différents ajustements, différentes choses que nous pouvons faire varier, l'énergie, voilà. Et nous maîtrisons l'interaction laser-matière. Nous maîtrisons la préparation, la mise en forme du matériau du client. Donc ça nécessite parfois des adaptations. Nous maîtrisons le gaz, la température ambiante, nous en tenons compte par rapport à notre appareil. Donc voilà, ça nécessite tout ça. Et puis Eric en a parlé tout à l'heure. Nous nous sommes rendus compte que, voilà, si je reviens en arrière, il reste l'opérateur. Donc l'opérateur, lui, il rentre énormément dans la répétabilité de la reproductibilité. Donc c'est pourquoi nous formons et nous accompagnons nos clients. Donc nous formons en pratique les opérateurs et en théorie aussi, parce que c'est un petit peu compliqué. Après, ça va relativement vite, l'information est assez courte. Et après, Eric a redit qu'aujourd'hui, nous accompagnons les clients parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas complètement suffisant. Donc, l'accompagnement, ça passe par du développement d'outils, du développement d'applicatifs et de l'aide à la définition des protocoles. Parce que pour chaque problématique de matériaux, pour chaque problématique
d'éléments particuliers dans un matériau particulier, il faut adapter l'applicatif. Ça, c'est extrêmement intéressant. Aujourd'hui, IVA dit, nous avons les outils qui vous permettent de travailler en LIPS dans de très bonnes conditions, puisque nous maîtrisons l'instrumentation, ce qui, il y a quelques années, n'était pas encore tout à fait exact. Aujourd'hui, c'est vrai. Donc, aujourd'hui, voilà, la maîtrise et le contrôle d'IVA passe par l'ensemble de l'appareil, on joue sur l'environnement, sur la préparation du matériau. Après, le matériau en lui-même, par définition, ils peuvent être très divers, donc on ne les connaît pas tous, et donc à chaque fois, il faut retravailler les protocoles. Donc tout ça, Amina a présenté le résultat, ça nous amène à obtenir ce type de performance, à savoir, donc là, on a 4,3% de RSD sur 1 sigma, ce qui est un très bon résultat sur 5 jours non consécutifs avec un week-end en intermédiaire. Donc ça, ces résultats ont été obtenus, donc ce sont des résultats quantifiés, les concentrations sont en ppm, pour du 1000 ppm, on voit que la justesse est bonne, et que l'écart, donc la fiabilité est très bonne aussi. Donc ça, c'était fait avec une mobile de génération 3, avec l'option multi de génération 3, sur une solution de cuivre, avec le même opérateur, avec la même solution, le même système, les mêmes procédures, et sans recalage de machine. C'est-à-dire qu'on n'a pas dû retoucher la machine sur 5 jours avec un week-end en intermédiaire. Donc, pour conclure, la LIPS est aujourd'hui une technique d'analyse quantitative et reproductive. J'insiste parce que trop souvent on entend la LIPS c'est pas quantitatif, ça l'est, et là vous en avez une démonstration. Elle l'est si on maîtrise et si on contrôle la mesure, ce que nous faisons. Et donc elle doit répondre à des critères de qualité qu'a défini Amina tout à l'heure. Donc, petite conclusion un petit peu personnelle, l'essor des applicatifs de la LIPS passe par ces trois choses-là, et je vais conclure là-dessus. Il faut une instrumentation robuste qui est adaptée à des analyses reproductibles, ce que nous montrons. Il faut maîtriser l'interaction laser-matière, ce qui est certainement le plus difficile. Et enfin, il faut maîtriser les protocoles d'analyse et leur adaptation aux applicatifs. Donc là, IVA, maîtriser les protocoles d'analyse et l'adaptation aux applicatifs. IVA a les connaissances et le savoir faire tout, mais ça passe aussi par les personnes qui connaissent leurs applicatifs, qui connaissent leurs matériaux, qui connaissent leur process.